bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission au cours de laquelle nous allons décortiquer deux sujets d'actualité, à savoir l'appréciation du président du Conseil européen face à la politique du président de la RDC et la lettre ouverte d'anciens prisonniers d'opinion politique et politique adressée au président de la République afin de dénoncer les conditions carcérales dans les prisons du pays. Pour en parler, nous avons trois invités sur ce plateau. Le quatrième va arriver d'une minute à l'autre. Il s'agit de Mike Diana, qui est porte-parole de l'ECT, Éveil pour le changement de la conscience et du développement du travail. Monsieur Alain Bolodjoa, coordonnateur de NCPE, qui est la nouvelle classe politique de l'opposition. Et pour finir, Diony Kaninda, ami du changement, journaliste indépendant. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Joyeux Saint-Valentin? Non, pas encore. C'est trop tôt. Ça sera pour le vendredi. J'ai compris, le rouge et le noir. Non, le rouge c'est pour autre chose. Je suis en train de dénoncer quelque chose, vous le saurez tantôt. Alors, Charles Michel, président du Conseil européen, a échangé le 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie avec le président Félix Tshisekedi en marge du 33e sommet de l'Union européenne. Il a été question entre les deux personnalités du partenariat entre la RDC et l'Europe. Mike Diana, Charles Michel aurait été séduit par la personne de Félix Tshisekedi. Nous savons qu'il y a un président qui veut améliorer les conditions de la population. Il a des projets. Ce sont là ses propos. Réalité ou bien fausse appréciation? Non, mais écoutez, Charles Michel, c'est un diplomate, donc dans le cadre de son travail, il ne pouvait qu'être là. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ses propos, il y a une nuance de vérité. Félix Tshisekedi, depuis sa prise de fonction, on sent que la volonté y est. Maintenant, ce qu'il faut le dire, après la question de vouloir, il y a le faire qui est tout autant aussi important. C'est que maintenant, on attend dans la politique réelle, dans la vraie politique structurelle, c'est là où on l'attend le plus. Mais il faut dire vrai que l'homme a manifesté beaucoup de volonté de vouloir faire avancer les choses, comme d'ailleurs ses prédécesseurs. Seulement, le problème, c'est que c'est dans le process de l'exercice de ces fonctions qu'on sentira ces différences-là. Mais moi, je ne suis pas étonné de la déclaration de Charles Michel, dans la mesure où c'est un diplomate qui est venu et qu'aujourd'hui, son pays est maintenant, a repris en tout cas le tandem diplomatique avec la RDC. Il n'est qu'important que cela tienne un discours pareil, mais aussi dans le fond, c'est parce que les deux hommes s'apprécient depuis un certain moment et que j'espère qu'au-delà de cette question de déclaration d'ordre diplomatique, ils vont certainement l'accompagner parce que son prédécesseur a beaucoup eu du fil à retordre avec le pays de Charles Michel et on espère que cette fois, ça ne sera pas le cas et que au-delà de ce que moi je qualifierais de soft power, cette façon de vouloir convaincre par les discours et autres, dans la vraie politique, ça sera un pays proche pour soutenir les différentes politiques de la RDC pour finalement aller de l'avant. Alain Bolodjoa, réalité ou fausse appréciation? Bon, nous sommes en politique et en politique, chaque mot a son sens. Mais ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons pas oublier que tous les présidents ont toujours été appréciés par la Belgique, au départ. On a eu Kassavou, il a été soutenu par la Belgique. On a connu Mobutu, il a été soutenu, il a été l'enfant ou l'élève qui a séduit plus que les autres. On a trouvé que quand il accédait au pouvoir, il y avait un balai diplomatique qui ne disait pas son nom. On a eu Laurent-Désiré Kabila qui avait aussi une vision aussi claire, mais qui n'était pas séduit par l'hypocrisie occidentale. Il n'a pas été soutenu. On a eu Joseph Kabila en 2001. On a entendu de phrases telles que le plus jeune président, le plus élégant, le plus mature, le plus beau, le plus tout. Mais à la fin, on s'est rendu compte que c'était justement pour leurs intérêts. En 2001, en accédant au pouvoir, étant donné qu'il n'avait pas une certaine maîtrise de la gouvernance, la Belgique, l'Union européenne, a poussé M. Joseph Kabila à initier des réformes. Et parmi ces réformes, il y a le code minier, il y a le code des investissements, il y a le code forestier et tant d'autres réformes qui ont été initiées. Et à la fin, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'effectivement, M. Kabila, par cette manque de maîtrise de la gouvernance, par cette manque de maîtrise des enjeux politiques et économiques internationaux, il a pratiquement bradé
toutes les ressources, toutes les entreprises. Et ce sont le Belge qui en ont profité. On peut citer ici Louis Michel. Il en a profité. Et donc, si aujourd'hui, il y a M. Félix Tshisekedi cherchant à légitimer son pouvoir, se tourne vers le même pays, et que ces personnes tiennent le même propos, tel que tenu en 2001, eh bien, s'ils apprécient M. Félix Tshisekedi, c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi a cédé quelque chose. Et cette chose cédée n'est pas pour l'intérêt de la République. Parce que nous connaissons comment ces gens fonctionnent, nous savons comment ils réfléchissent. Et bien moi, personnellement, quand il y a des propos captieux tendant à séduire un président, personnellement, ça ne me séduit pas. Félix Tshisekedi aurait sûrement cédé quelque chose, comme le dit Alain Bolodjo. Bon, je comprends bien Alain, et il est dans une logique d'une défense d'une position politique. C'est tout à fait normal qu'il tienne ce discours-là. Ah bon? Mais ce qui importe ici, c'est que nous avons un président de la République qui est apprécié par la Belgique, et pas seulement la Belgique. Nous avons lu sur la toile l'interview du président Uhuru Kenyatta, qui a parlé de son échange avec le président Donald Trump, qui a cité avec sourire aux lèvres le nom de notre président à 4 reprises. Donc c'est dire aujourd'hui que l'extérieur voit que la RDC est sur le plan d'un décollage pour un développement définitif. Mais il est possible que chez nous, nous ayons, parce que le Congolais ne s'accepte jamais ou s'accepte difficilement. Le Congolais accepte un autre difficilement. Lorsqu'il avance, lorsqu'il prospère, lorsqu'il progresse, les autres Congolais ne le voient pas. Ça a été le cas avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé, beaucoup n'ont pas cru en lui. Mais vous avez vu le jour où on a ramené son corps, comment était la ville de Kinshasa et comment le pays avait bougé. À l'époque, on n'avait pas cru en lui. Alors que, quand il venait, il y a un autre Congolais qui lui avait lancé un message pour dire « Toi, tu es notre frère, mais tu amènes avec toi des gens qui ne sont pas de nous. Tu les renvoies. Tu nous dis c'est quoi la facture pour que tu sois libre. » Il n'avait pas écouté son frère. Je n'ai pas d'Étienne Tshisekedi. Donc aujourd'hui, on comprend que le Congolais n'aime pas le Congolais. Est-ce que si des politiques au niveau international trouvent en Félix Tshisekedi un potentiel pour le développement du pays, pour le redécollage du Congo, et que nous ici on pense que non, ce qu'il fait c'est juste de la façade, il ne va rien apporter au pays, et que bon voilà, il doit avoir cédé quelque chose. Mais c'est ça en relation internationale. Dans ce monde politique, il n'y a que les intérêts entre États, il n'y a pas d'amour, c'est des intérêts. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose que la Belgique peut avoir en RDC, ce sont nos richesses, c'est nos minéraux. Ça c'est clair, c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est que la Belgique peut nous apporter. La Belgique, effectivement, n'a pas grand-chose à nous apporter, si ce n'est que la technologie, l'expertise. Ça, au moins, ils peuvent nous donner. Mais chez nous, ils ont besoin de notre diamant. Ils ont besoin de notre cuivre, parce qu'aujourd'hui, il est établi que pour avoir une voiture électrique, il faut avoir les cobalt que nous, on a. Et la meilleure qualité du monde d'ailleurs, parce qu'il y en a dans d'autres pays, mais ce n'est pas comparable au cobalt que nous on a au Congo. Donc c'est dire aujourd'hui que dans ce village planétaire, nous avons besoin les uns des autres. Mais seulement, nous devons avoir des dirigeants qui comprennent quelles sont les attentes du peuple et qui peuvent les traduire à travers des programmes de partenariat, des coopérations avec d'autres nations. Parce que vous voyez aujourd'hui des militants de l'UDPS, il y a des réclamations par-ci par-là. Nous ne nous retrouvons pas dans ce pouvoir.
Mais comment ils vont se retrouver? Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est en même de créer des industries, de créer des sociétés pour donner du travail aux Congolais? Je ne pense pas. Mais c'est à travers des coopérations avec des pays qui ont des technologies, qui ont des capitaux, qui peuvent venir chez nous investir et donner du travail aux Congolais. Je crois que c'est dans cette logique-là que moi, je prends la déclaration de Charles Michel, parce qu'il faut que nos nations africaines puissent travailler en coopération de win-win avec ceux qui ont la technologie et l'expertise. C'est vrai qu'ils ne viendront pas pour nous aider à être comme eux, mais il nous appartient à nous de développer nos programmes à nous, nos plans stratégiques pour que nous puissions nous développer. Alors, Mike, n'est-ce pas là encore, on va dire, un argument d'autorité de plus qui valide encore le mandat tant contesté de Félix Tshisekedi? Non, mais j'ai toujours dit ici, la validation, la reconnaissance du mandat d'un chef de l'État élu par les élections à suffrage universel direct ne vient pas forcément de simples déclarations médiatiques des expatriés. Non, c'est pas ça. Mais on a souvent besoin d'entendre ça des bouches pour se non, dire forcément, oui, ça c'est une mauvaise conception qui est ancrée dans la tête de Congolais. Il faut vraiment déprogrammer cette culture-là. On apprend, il faut reconnaître, demander, expliquer au peuple congolais que le vote qu'il a effectué n'était pas pour rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Il est important d'être en odeur des saintetés avec les autres, surtout particulièrement de pays dits développés qui peuvent nous apporter quelque chose au-delà de l'expertise, comme l'a dit Dionit et autres, et la technologie. Mais également, ce sont des pays qui, en termes de marché international sur nos minerais, ce sont des potentiels acheteurs. Même s'il faut dire vrai que dans le cobalt et autres, la Belgique n'y est pour rien. Mais seulement c'est un pays aujourd'hui membre de l'Union européenne qui a une voix qui peut porter en termes de politique internationale. Seulement, je crois qu'il ne faudra pas s'endormir avec cette reconnaissance de façade. On l'a dit ici, oui, la question entre les États, c'est une question d'intérêt. Le président Trump a cité 4 fois. Pourquoi on en parle avec tellement autant de ferveur? C'est une question d'intérêt. Peut-être qu'il aurait marqué Donald Trump pendant son séjour aux États-Unis, pendant les échanges. Donc, c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un, je l'ai dit ici depuis le départ, il a montré une bonne volonté de vouloir faire que les choses avancent. Mais seulement, je l'ai dit aussi, c'est qu'au-delà du simple question de vouloir maintenant, là où nous on attend le plus le chef de l'État, c'est donc cette politique structurelle qui a plombé un peu le mandat passé. Je l'ai toujours dit, Joseph Kabila a eu des résultats sur le plan économique assez éloquents, mais seulement le problème c'est que dans les réformes, dans la politique structurelle qui devrait faire en sorte que cette redistribution des richesses soit équitablement faite, c'est là où ça a péché. D'où il a toujours été reconnaissant, dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut toucher au social, le panier de la ménagère. Oui, mais ça ne passe pas, ce n'est pas des incantations, ça passe par une politique. Le Congo aujourd'hui, après, le côté politique, c'est vrai, on avance peut-être plutôt bien parce que maintenant on a l'alternance, qu'aujourd'hui les choses semblent être différentes de la vie politique d'autrefois. Mais là où le Congo a le plus besoin, c'est justement dans sa politique structurelle, je le dis, dans les questions de fond. Parce que au-delà de ça, j'ai toujours dit, il serait une erreur de croire que les simples questions politiques peuvent développer un État. Non. La politique nous aide peut-être par le mécanisme de gestion, mais également par la voie d'accession au pouvoir. Mais après, il nous faut des technocrates, des gens qui connaissent l'économie comme Alain Bolodjoa, les uns et les autres qui peuvent se mettre ensemble et dire non, voilà, notre modèle économique est un problème. Par exemple, aujourd'hui, quelle est la solution favorable pour diversifier cette économie qui continue à être notre seul et plus grand problème? Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, le Congo puisse tirer les dividendes de cette richesse qu'on a dans notre sous-sol? Comment faire en sorte qu'au-delà de simple commercialisation des matières, que nous créons de la valeur ajoutée et qu'aujourd'hui, par ricochet, nous instaurons une bonne politique de croissance en termes de questions d'emploi? C'est ça la vraie question. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans une tribune que j'ai publiée, c'est qu'il est important aujourd'hui de pouvoir recadrer les débats publics. On a empoisonné les débats publics avec les questions, cette excessivité des questions politiques. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça le vrai problème. Comment on dit que le politique, c'est le social, quand je parle de la politique, c'est pas la politique politicienne qu'on a l'habitude de faire ici, venir ici, non, tel est ceci, tel n'est pas beau, tel n'est pas intelligent, tel n'est pas ceci-là, celui-là est aigri, non. La vraie politique, c'est cette politique-là. Par exemple, la question qui me tient à cœur depuis un certain moment, c'est la question du régime de la sécurité sociale. Aujourd'hui, comment préparer la retraite de Congolais? Comment cela passe également par des réformes en ce qui concerne l'amélioration dans le secteur d'emploi? Il y a beaucoup de questions qui sont
très vital pour le Congolais aujourd'hui, mais malheureusement qui ne passe pas dans les débats publics parce que simplement il y a cette excessivité de politique politicienne dans les débats publics. Et je crois ici vraiment qu'il faut redonner ce pouvoir-là véritablement au peuple congolais, en passant par faire comprendre au peuple congolais qu'aujourd'hui, il y a un chef de l'État qui est passé par les élections. Nonobstant que certains continuent à contester, c'est de leur droit, mais maintenant, tournons-nous résolument vers les questions de la République. Et justement, dans la déclaration de Charles Michel, je l'ai dit, mais je vais le dire un peu de manière plus explicite, c'est que s'il faut établir une balance, la Belgique a plus profité de la RDC que la RDC n'en a profité de la Belgique. Exact. Et je crois que la vraie question aujourd'hui, c'est qu'il faudra maintenant se dire, quand on veut s'engager, répondre. Alain Bolodja a évoqué la question, non, Joseph Kabila avait bradé les richesses de la République par manque d'expérience quand il est venu au pouvoir. Est-ce que je prendrais le même sens? Je dirais pas non, mais je crois aussi que il y a eu quand même un peu de la tromperie dans cette question-là, ce qui fait que, conscient qu'il était, il s'est vite repris et aujourd'hui est parti par le même code minier que les multinationales veulent encore torpiller maintenant. Je crois qu'au-delà de ces questions, il est important qu'on se mette ensemble. On dit qu'il ne faudra pas commettre les erreurs du passé. Et je crois que c'est dans ce sens-là que je prends son alerte. Parce que Félix Tshisekedi doit éviter également de ramener le pays en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on a compris... cette politique de main tendue. Cette politique, non, je suis sûr qu'il ne fait plus la politique de main tendue. Parce que, je le dis sur ce plateau ici, le bonheur de pouvoir organiser ces élections nous-mêmes, dans l'intention de son prédécesseur, c'était que Félix Tshisekedi qui vient après ne soit rédévable à personne. Et aujourd'hui, quand il va dans ses ballets diplomatiques, quand il va ailleurs, il négocie la tête haute. Parce qu'il sait qu'il n'est peut-être pas rédévable à quelqu'un qui dirait, non, écoute, moi je t'ai donné quelque chose, cède-moi de Chandinia, mais autre. Aujourd'hui, il a le moyen de sa politique de pouvoir renégocier les choses, mais dans l'intérêt de la population congolaise. Je crois que c'est le plus important. Et c'est bien qu'il faut parler justement de ce ballet diplomatique, parce que lorsque lui, Charles Michel plutôt, dit « Je me réjouis que la RDC soit active sur le plan international », c'est une donne qui est jusque-là assez incomprise par le Congolais, qui trouve que qui ne trouve pas du concret dans les multiples déplacements du chef de l'État. Et surtout dit qu'il ne voit aucune retombée, c'est vrai? Bon, en fait, nous sommes habitués à nous mentir mutuellement. Mais ce qui est vrai, moi, personnellement, en tant que chrétien, je ne dirai jamais le mensonge pour plaire aux gens. Je ne suis pas de ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi sera incapable de faire quelque chose. Mais je pense qu'il n'est pas suffisamment outillé pour mieux gérer la République. Comment ça? Et donc, s'il pouvait compter sur quelque chose, en principe, il devait compter d'abord sur son parti. Et fort malheureusement, son parti, de mon point de vue, ne représente plus rien. Il devait en principe compter sur ses partenaires. Fort malheureusement, ses partenaires n'ont pas la volonté de l'aider. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous sommes devant un guet-apens ou un président qui est piégé par ce que nous appelons aujourd'hui les deals. Et cela va se répercuter au niveau international. Parce que ce qui est vrai, c'est que, comme les autres l'ont dit, la communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Lorsqu'on va dans ces terrains-là, eh bien, on a en face de soi des caïmans, des vampires, des gens qui sont prêts à vous manger à condition qu'ils survivent. Alors, lorsque vous allez en position de faiblesse, eh bien, ça pose problème. Tenez, madame, déjà sur le plan interne, il n'y a pas une organisation adaptée pour faire face à la pression de la communauté internationale, à la pression du marché international. Ce qui sous-entend que le président qui est en place risque de ne pas nous servir ou ne pas servir la République. C'est tout simplement parce que si vous suivez la démarche de M. Kabila, de M. Félix Tshisekedi, il va pour dire à la communauté internationale « aide-moi ». Or, en économie, ce n'est pas ça l'approche qu'on doit développer. C'est-à-dire que je vous apporte telle chose, en contrepartie, nous avons besoin de ça. Quel est le programme qu'a M. Félix Tshisekedi qui peut prendre au niveau de la communauté internationale? Vous trouvez, au niveau interne. Non, mais ça, ce sont de souhaits. Ce n'est pas un programme. Ce sont de souhaits. Il vient de patauger avec son programme prophétique des 100 jours. Il a échoué lamentablement. Que ce soit sur le plan conceptuel, que sur le plan de la mise en œuvre, il a échoué lamentablement. Ça prouve à suffisance que le pays n'est pas géré. Lorsqu'il va au niveau de la communauté internationale, il doit amener un programme. Aujourd'hui, nous en avons deux. Il y a le programme présenté par le gouvernement, conformément à l'article 91. Il y a un autre programme parallèle que lui appelle le programme de lutte contre la pauvreté, qui n'est pas
qui n'a pas de soubassement légal et constitutionnel, qui n'a pas de budget, mais ces deux programmes coexistent. C'est que sous-entend qu'il y a déjà un sérieux problème conceptuel. Je sais que M. Félix Tshisekedi a eu à assumer de fonctions au niveau de son parti en termes de chargé des relations avec l'extérieur et consort. Ça, ce n'est pas la diplomatie étatique. Ça, c'était justement une organisation privée. Mais lorsque vous entrez dans l'État, il faut d'abord mener des réformes sur le plan interne. Il faut comprendre le circuit, le fonctionnement de l'État. Il se pose déjà un sérieux problème en termes de compréhension du système politique qui est le nôtre. Il se pose déjà un problème en termes d'articulation de besoins de la population. Il se pose déjà un problème en termes d'harmonie au niveau fonctionnel, c'est-à-dire au niveau des institutions. Il se pose déjà un problème en termes de rupture entre M. Félix Tshisekedi et la population. Et maintenant, il va avec nos problèmes qu'il ne connaît pas au niveau de la communauté internationale. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, voilà, et nous avons besoin de vous. Ah, vous avez besoin de vous, de nous, ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'il y ait une coopération militaire. Il a tenté d'avoir une coopération militaire avec les États-Unis. Au même moment, il va vers la Russie pour signer encore la même coopération dans la même zone. On allait avoir les États-Unis qui allaient installer sa base militaire au niveau de Beni, et d'autre part, on allait avoir la Russie qui allait installer sa base militaire au niveau de l'Ituri. C'est-à-dire vous amenez deux ennemis au niveau international dans le même espace. C'est ce que moi j'appelle la maladresse. Ce qui doit être fait en réalité. Moi personnellement, je me dis, au regard de ce qui s'est passé par rapport aux élections, par rapport à son cursus, par rapport à son passé, moi je ne soutiendrai pas Félix Tshisekedi. Dans ce cas-là, qui faudrait-il incriminer? Ce ne sont pas justement ses conseillers. Il a quand même des conseillers. Non, mais ne comptez pas sur le conseiller. Comment a-t-il recruté ses conseillers? Il faut commencer par là. Parce que si vous voyez la difficulté qu'a aujourd'hui M. Vital Kamerhe, c'est vrai qu'il n'est pas parfait. La difficulté qu'a aujourd'hui M. Vital Kamerhe, on lui a présenté des gens qui sont des invertébrés, qui n'ont pas une certaine maîtrise de la gouvernance, qui n'ont jamais participé dans la gestion, qui n'ont peut-être pas suivi un bon cursus par rapport à la spécialisation. Et aujourd'hui, il gère des gens qui sont incompétents par essence. C'est que sous-entend que M. Félix Tshisekedi a des énormes difficultés. Tenez, madame, lorsqu'un président de la République, connaissant les dispositions constitutionnelles, permet à son directeur de cabinet de signer un communiqué suspendant l'installation du Sénat, ça c'est très grave. Ça c'est très grave et c'est très dangereux. Lorsqu'un président de la République présente un programme de gouvernance en violation de l'article 91 de la Constitution, ça aussi c'est très grave. C'est-à-dire que depuis que M. Félix Tshisekedi est là, il y a plus de scandales que de solutions. Voilà pourquoi j'ai dit, notre malheur aujourd'hui, c'est d'avoir M. Félix Tshisekedi comme président, mais ce qui est aussi vrai, croire que le pays peut se développer grâce à la Belgique, ça c'est faire preuve d'une certaine naïveté. Le développement ne se décrète pas. Le développement doit s'organiser, doit se planifier. Nous avons des problèmes internes. Lorsque vous allez vers la communauté internationale, surtout la Belgique, mais attendez, la Belgique va nous apporter la technologie. C'est bon, mais quelle technologie? Parce qu'aujourd'hui déjà, la Belgique a des difficultés économiques. Le taux de chômage grimpe. La Belgique n'a pas une grande entreprise qui peut s'investir ici. Et d'ailleurs, cette Belgique que l'on veut présenter aujourd'hui comme un enfant de cœur. Mais cette Belgique a eu à nous gérer de 1885 à 1960. Cette Belgique a eu à accompagner Mobutu pendant les 32 ans de dictature. Cette Belgique a eu à accompagner M. Kabila pendant 17 ans. Et vous pensez aujourd'hui, parce qu'il y a M. Félix Tshisekedi, la Belgique change. La Belgique a toujours joué le rôle de commissionnaire. Elle vient pour ses intérêts, pour les intérêts de sa population. Et de notre côté, nous devons développer les intelligences. Être en mesure de capter les fonds qui sont extérieurs. Et ne pas nous contenter seulement à la Belgique. Il faut nous ouvrir au monde, c'est vrai. Mais prendre tout un temps. Pour savoir quel partenaire accepter. Effectivement, prendre 1 minute ou 10 minutes pour nous dire non, voilà, M. Félix Tshisekedi serait accepté par la Belgique. Et vous citez Charles Michel, mais son père. Louis Michel. C'est Louis Michel.
Diony Kalinda, vous avez à renchérir sur ce que Volodja vient de dire. Madame, Alain a tellement fait des affirmations ici que je me demande même par où il faut commencer. Il affirme par exemple et le président n'est pas assez outillé, son parti sur lequel il devait s'appuyer ne représente plus rien aujourd'hui. Partout où il passe, c'est pour dire aidez-moi, mais il n'apporte rien du tout. Et il a échoué lamentablement avec son programme de 100 jours. Son programme de lutte contre la pauvreté n'est pas inscrit dans le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement, ce n'est pas institutionnel. Il n'y a pas d'harmonie au niveau des institutions. Il voulait amener deux ennemis sur le front Est, tout ça. Il a fait signer un communiqué de la suspension du Sénat par son directeur de cabinet. Nous avons le malheur d'avoir comme Félix comme président. Ah, mais vous êtes fort en analyse. Hein, il écrivait comme vous écrivez. Voilà les discours développés par Alain. Mais moi, je pense que nous ne devons pas... ce n'est pas comme ça que nous allons aider ce pays. Vous allez dire que c'est un discours de haineux aussi? Non, j'ai juste essayé de regrouper son discours. Oui. Et vous avez compris c'est quel genre de discours. C'est lui qui nous suit à la maison. Oui. En ce moment, il se trouve dans quel état? Quelqu'un qui suit un discours comme ça, avec tout ce que je viens de reprendre là sur son discours. Quelqu'un qui nous suit à la maison, il se dit, c'est fini pour ce pays. Il est désemparé. Je dois quitter ce pays. Je préfère aller même en Éthiopie ou en Érythrée. En tout cas, le pays, il est invivable. Non. Il ne faut pas amener les gens dans le désespoir, madame. Si les autres voient que nous avons, pour une fois, bon, pas pour une fois, nous avons cette fois un président qui a la volonté de changer les choses dans ce pays. Mais par quoi ça se caractérise, cette volonté? Ça se caractérise justement par des signaux que nous avons aujourd'hui. Tenez, madame, il parle du programme de 100 jours. Oui. Et lorsqu'on parle de ce programme, pour la plupart du temps, on voit Kinshasa. Et vous savez, madame, que beaucoup de Kinois ont difficile à voyager. C'est une réalité. Hein? C'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Beaucoup de Kinois voyagent difficilement. Mon épouse n'est jamais arrivée même au Congo-Brazzaville. Tout ce qu'il connaît, c'est le Bas-Congo. Oui. Ok. Elle est pure quinoise. Je parle de ma maison. Beaucoup de Kinois ne voyagent pas. Moi, j'ai sillonné toute l'étendue du Congo. Donc, quand on parle de ce programme d'urgence de 100 jours, il l'a sur la table. Les gens se résument au saut de mouton. Alors qu'il y a énormément de choses qui ont été accomplies à l'intérieur du pays. Bon, et même à Kinshasa, il y a des choses qui ont été faites. Il y a un rapport du BCECO qui établit que dans ce programme, ils ont construit et réhabilité 119 écoles à travers la République. Ce programme de 100 jours prévoyait la construction d'un centre de traitement pour la régie des eaux. Oui. Ouais, ça a été lancé, les travaux sont en cours. Ce programme prévoyait l'adduction d'eau ou quoi à l'Unikin. Ça a été lancé hier. Donc, quand les gens parlent du programme de 100 jours, ils ne voient que les sauts de moutons, avec raison. Parce que quand il faut voir les embouteillages que ça a généré aujourd'hui, il se pose un problème. Il y a ça, donc, il y a un souci du côté de la communication. Ah ouais. Mais regardez toujours dans ce programme, est-ce que les gens savent que là où on est allé filmer, là où la vidéo qui a fait le buzz à Kinshasa, je ne sais pas si c'est à Pascal ou là, où on dit, on marche, on a tout ça, il n'y a rien, on a détollé et tout. Est-ce qu'on a dit aux gens qu'à cet endroit-là, il y a déjà 24% du travail qui a été fait? On a dû creuser jusqu'à 30 mètres pour poser le béton, 30 mètres de béton. Et qu'aujourd'hui, il ne reste qu'à poser la structure qui est d'ailleurs métallique, déjà commandée de l'Afrique du Sud. Est-ce que les gens savent que l'entreprise comme Safricas, qui n'avait pas de marché depuis 10 ans, et que c'est seulement maintenant qu'ils ont eu des marchés au travers de ces travaux de 100 jours, et que Safricas avait congédié beaucoup de ses employés. Ils étaient en congé technique. Et qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont trouvé un marché, ils doivent maintenant recruter les Congolais, les Kinois, pour les mettre sur l'ouvrage. Et que ça devait prendre du temps. Et que beaucoup de ces matériels, quand ils sont venus pour les mettre en exécution, il y en a qui n'étaient plus fonctionnels.
Ce qui a manqué ici, par exemple, pour ce cas des Africas, OVD, Office des routes, ce sont des entreprises congolaises qu'on a mis sur le coup, parce que les entreprises chinoises, ils ont travaillé notamment à Kinshuk, à la base, c'est une entreprise chinoise qui a travaillé à 90%, vous êtes à Mandela, c'est à 70%, c'est des entreprises chinoises. Mais lorsque vous venez aux entreprises congolaises, c'est là que ça pose problème. Donc, dire que tout va très mal, moi, je crois que c'est caricaturé d'une très mauvaise manière ce qui se fait par le président de la République. Je suis très d'accord avec l'intelligence d'Alain qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses que nous attendons de notre président. Mais c'est une mauvaise perception des choses. Nous devons comprendre que pour que ce pays se développe, il doit se développer avec l'appui de tous les Congolais. Vous avez des gens qui pensent que le président doit se mettre à la place de tous les magistrats du Congo, à la place de tous les journalistes, à la place de tous les policiers du Congo, faire le travail de toutes ces personnes-là. Est-ce que c'est pas un problème de civisme? Dès l'école, déjà, oui, si on nous avait appris cela. Justement, madame, c'est ce que Mike disait ici, que nous avons empoisonné le débat public. Oui. Nous avons empoisonné les débats publics. Lorsque vous nous écoutez, nous avons comme impression que tout ce qui doit être fait, c'est la politique. Alors que nous avons un sérieux problème d'amener les Congolais au travail, d'amener les Congolais à l'éducation, d'amener le Congolais à... Moi, je parle avec beaucoup de mes amis à la cité. Mais quand vous parlez au fond avec la personne, il ne sait même pas comment élaborer un CV. Au-delà de ça, nous ne disons pas que tout le monde doit aller à l'université, apprendre la langue de Voltaire, tout ça, avoir des expressions. On ne dit pas ça. Mais vous avez l'INPP. Vous avez des écoles ici où on apprend l'esthétique, on apprend... Il y a de quoi se rendre capable et utile à la nation. Les entreprises vont venir, c'est vrai. Microsoft peut venir aujourd'hui au Congo. Il veut engager. Vous pensez qu'il va ramasser des gens comme ça? Non, parce que moi j'ai milité. Parce que moi j'ai milité, j'ai combattu. Il faut se rendre utile. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Nous n'avons pas la culture de nous former, de nous forger pour être utile à la nation. Nous pensons que les leaders doivent tout faire. Et même dans nos partis politiques, quand vous allez, les gens ne travaillent pas. Vous verrez que les gens, quand les gens viennent au parti politique, ils vont rester là au siège, passer toute la journée. Il ne fait rien du tout. Il n'a pas un stylo où il écrit des projets, où il écrit des programmes, où il écrit ce qui ne marche pas, introduire un mémo auprès du secrétaire général, dire voilà ce que moi je trouve que nous devons faire. Quand les intellectuels parlent, vous verrez quelqu'un comme Alain là, il n'a pas le temps, je dis bien, bon, il va m'excuser s'il a déjà fait, il n'a pas le temps de rédiger un mémo pour donner par exemple à Vital Kamerhe, lui dire messieurs, je comprends la difficulté que vous avez à gérer le cabinet du président de la République, mais voici la solution à mon avis. Nous ne parlons pas des solutions aux problèmes du Congo, mais nous parlons plus que des problèmes que nous avons. Et ça, c'est facile. Alors, Mike Diana, renforcer le lien entre l'Europe et l'Afrique, rôle essentiel que jouera la RDC, ça c'est Charles Michel qui le dit, qui l'espère plutôt. Alors, quel est le rôle réel que peut jouer la RDC en tant que médiatrice? En connaissance de cause, la RDC aujourd'hui est établie comme la réserve mondiale en termes de ressources minières. Vous entendrez la nouvelle génération des véhicules et autres besoins technologiques dont la RDC regorge la matière de la plus grande qualité ou de la plus haute qualité. C'est tout à fait logique. En parlant de ces véhicules électriques, vous êtes sûr qu'on les emmenait, par exemple, si on devrait les acheter et venir avec au Congo, vous pensez que ça va marcher vraiment avec ce problème que nous avons? Vous posez une bonne question. Bon, c'est pas là qu'il va continuer. Bon, ça c'est une bonne question. Quand je regarde les chaînes étrangères, je vois ça et moi ça me dit waouh. Ouais, mais en fait, je vais vous dire pourquoi ça peut marcher. Je vais vous dire pourquoi ça peut marcher parce que même quand vous allez dans des pays où il y en a déjà, par exemple la Suisse, c'est des stations comme dans tout le coin. C'est-à-dire il y a une station où on va pour charger parce que généralement les gens confondent. Il y a ce qu'on appelle en électricité le voltage, qui ne sont peut-être pas le même que l'électricité qu'on utilise à domicile. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine quantité, niveau d'électricité que ça demande, qu'on mettra justement de points où chacun peut aller se ravitailler. Il n'y a pas même de carte, de réapprovisionnement par carte. En réalité, ce qui veut dire que le Congo prendra le soin de faire en sorte que cet endroit-là ne soit jamais à court d'énergie.
C'est possible, c'est capable. Oui, ok, ça va. Donc, faudra pas Parce que j'en ai confondre. vu une hier avec une autonomie de 363 km. Exactement. Les gens confondent, pensent que c'est le système chargeur à la maison. Ouais. Jésus, c'est moi à la maison, je branche pas. Je branche dans Non, ma... écoutez, généralement, ça c'est nuire à l'usage domestique. Ça Alors, existe comme vous aussi. disiez, Ouais, je sais que ça existe aussi, ça dit c'est lui qui se donnera le moyen d'avoir le gadget complet pour pouvoir se recharger chez lui. Oui. Ok, mais ceux qui ne peuvent pas, il y aura 2 points où on peut aller, c'est oui, ravitailler. alors on a la les RDC en comme tant les que pompes de médiatrice. carburant. les pompes de carburant et autres. Oui. Donc voilà. En fait, le rôle de la RDC, je l'ai dit, la RDC a déjà manqué beaucoup d'occasions sur le plan international en ce qui concerne particulièrement son rôle économique comme actuellement. Je me rappelle les années 2008 où il y a eu cette grande crise au niveau international et que la RDC, si on avait pris la mesure de la chose et qu'on avait assez de technicité, on pouvait peut-être en profiter. Mais je crois que cette fois, il y a quand même une certaine conscience. Je suivis de près le Mining Indaba avec la plupart de discours et de plans proposés. Je crois que si, pour cette fois, on ira dans ces sens-là, je crois qu'il est possible et qu'on essaye de capter un peu le fond avec cette révolution technologique qui arrive et que la RDC est un acteur majeur. Je crois que quand on parle de ça, c'est à ces stades-là. Mais aussi, la RDC, je l'ai dit depuis toujours, est un pays catalyseur au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Congo, fort de son potentiel économique, peut se faire le porte-étendard, au-delà de la question de notre sous-région, mais également de l'ensemble de l'Afrique. Mais c'est seulement, comme je l'ai dit, il faut d'abord la vraie victoire. Commence par une victoire interne avant qu'elle ne soit externe. Et je crois que c'est le travail que nous, on doit faire à ces stades ici. J'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur le manque de programme dont a fait allusion Alain Bolodjoa. C'est vrai, il est important à un certain moment d'être rationnel. Il soulève de faiblesses, de points, c'est important. Oui, mais j'aurais aimé aussi ici qu'on parle on parle franchement. Quand Alain Bolodjoa parle, le chef de l'État qui va un peu comme Moussé Kabila qui a demandé à Bill Richardson, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Est-ce que cette affirmation-là est vraiment vraie? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dans la communication politique, le premier acteur de la communication, c'est le chef de l'État lui-même. Et dans cette communication, il y a 3 branches. Au-delà des questions d'information, il y a le côté animation, mais il y a également le côté mobilisation. Si le chef de l'État prend conscience et lui-même s'est fait mobilisateur de ce que la RDC peut être demain, selon que nous définissons notre politique, je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal. Est-ce que à ces stades ici, Félix Tshisekedi dira non, j'ai besoin, aidez-nous? Il n'y a pas de mal à demander de l'aide, mais il sait que politiquement aujourd'hui, comment ça se fait, par quelle voie ça se fait. J'aimerais que, c'est là où je dis, quand on veut parler, à un certain moment, il faut intégrer la dimension pédagogique, savoir que quand on parle ici, on ne parle pas forcément à une classe d'élite. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont parfois besoin de comprendre et qui prennent les choses dans le sens littéral. C'est faire passer le chef d'État pour un mendiant. En réalité, ce n'est pas le cas. En fait, dans la diplomatie, je sais, je suis d'accord qu'il y a une certaine faiblesse, il y a des tares, même sur ces plans-là, parce que comme lui, je suis d'accord qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut réfléchir gagnant-gagnant. On ne va pas vers quelqu'un sans rien en main pour demander de l'aide ou du soutien. C'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose en contrepartie. Ça, c'est une logique. Mais je crois que Félix Tshisekedi en a conscience aujourd'hui, pour preuve. Il a eu la manie et la dextérité de pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, nous répétons, parce qu'ils nous ont compris que le Congo, aujourd'hui, pour décoller, on aurait certainement besoin des institutions de Bretton Woods et le FMI qui vient avec ses exigences. Est-ce que ces programmes n'est pas profitable pour le Congolais? Je crois que personne sur ces plateaux ne pourra me contredire. Donc en réalité, il y a de faiblesses, oui. Essayons maintenant de voir. Au-delà des questions de force, c'est le droit. On a le droit d'interpeller quand il y a une faiblesse, mais c'est de notre devoir aussi de dire ce qui est bien fait ou ce qui est fait approximativement pour que le chose ça s'améliore. Quand on parle de la question de la maladresse dans la politique militaire, la question dont il parle de la Russie, la coopération avec la Russie, les choses n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi. C'est Joseph Kabila qui a lancé le processus d'un engagement dans une coopération militaire avec la Russie. Là, de mettre 2 ennemis sur un même front. Non mais, en tout cas, sauf erreur de ma part, si Alain Bolodjoa peut nous apporter des précisions sur ça, je ne pense pas que l'idée était de mettre les 2 protagonistes, oui. Que tout le monde, même un jeune qui commence à apprendre la politique extérieure, comprend que la Russie et les États-Unis, c'est la nuit et le jour. Je ne crois pas que sur
le terrain de l'Est, où il y a déjà assez de problèmes, mettre des protagonistes qui peuvent créer une autre guerre asymétrique qui risquerait d'être dangereuse pour le Congolais. Je ne pense pas. Et puis, il le sait quand on parle de la coopération militaire. Est-ce que forcément la coopération militaire débouche par l'installation d'une base militaire? Pas forcément. Ça peut être une coopération militaire, l'achat des armes, ça peut être la formation et autres. Et la logistique, donc vous voyez. Si jamais lui il a des précisions que c'était pour installer des bases, ça c'est ok, mais en réalité c'était pas ça. Il n'y a aucun mal. On a vécu ici pendant, je crois, un peu plus de temps, dans un peu de cacophonie, mais entre la Chine et l'Occident, c'était aussi de bonnes guerres. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent cohabiter. Qui cohabitent d'ailleurs en termes de coopération avec la RDC et les autres pays. Donc en réalité, les choses peuvent évoluer différemment. Mais je crois qu'encore une fois de plus sur ces questions-là, il est important aujourd'hui de dire que le Grand Congo aujourd'hui est à la croisée de chemin. On a un rôle important à jouer, surtout fort de nos ressources minières aujourd'hui. La guerre, je l'ai toujours dit, si il devrait y avoir une autre guerre mondiale demain, ça sera une guerre économique. Et la RDC aujourd'hui a un rôle prépondérant sur cette question. Il est important que nous puissions prendre conscience de ça et que nous puissions, cette fois-ci, jouer un rôle majeur. Ne pas jouer un rôle passif comme on l'a joué autrefois, on a laissé filer de fonds, mais qu'aujourd'hui la RDC réussisse à capter ces fonds-là pour justement le bien et le besoin de la population congolaise, et cela passe par de réformes structurelles très sérieuses et aussi par le changement des hommes, parce que les hommes sont aussi des problèmes pour le Congo. Ah oui, ça. Alain Bolojua, Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, promet le soutien de l'Europe au président congolais. Alors, promettre à Félix Tshisekedi, n'est-ce pas indirectement promettre aussi à Kabila, parce qu'il faut dire qu'ils sont en coalition. Et Kabila, on sait qu'il a été longtemps le mouton noir aussi de l'Europe. Bon, ce qui est vrai, c'est que la conclusion de notre frère Diana me réconforte. D'autant plus qu'effectivement, il y a un problème d'hommes. Parmi les hommes, il y a aussi Félix Tshisekedi. Bien qu'on ne veut pas qu'on les dise ici, mais c'est qui est vrai. Moi, vous êtes libre, hein. Moi, effectivement. Ce sont ces propos, ça l'engage. Oui, ça ne peut que m'engager. Ce qui est vrai, c'est que la difficulté que nous avons des gens qui veulent ne pas voir, c'est-à-dire ces aveugles qui refusent de voir, alors que les réalités s'imposent à nous. On dit ici que le programme d'urgence trouverait son sens parce que BSECO aurait présenté un rapport par rapport à la construction, au parachèvement des écoles. Et il a dit que c'était 119 écoles. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que parmi ces écoles dont on fait allusion, il y a des écoles qui ont été parachevées bien avant le programme, mais qui ont été listées. Parce que nous avons vu, on a cité certaines écoles au niveau de Bandundu, et pourtant ces écoles étaient déjà dans l'ancien budget, le budget des années passées. Et puis au-delà de ça, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire on veut évaluer quelque chose qui est illégal. Quelque chose qui a violé la Constitution. Comme le programme, ces fameux programmes prophétiques. Ah, okay. Il est dit nulle part dans la Constitution que le président de la République pouvait présenter un programme devant sa base, parce que ça a été présenté devant les militants de l'UDPS à l'IMT. Oui. Parce que, connaissant le fonctionnement de l'État, chaque entité ou chaque institution a son rôle à jouer. La difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la Constitution n'ayant pas prévu le mécanisme pour contrôler la gestion de projets par le président de la République, il est difficile aujourd'hui de faire le contrôle. Et je suis surpris ici qu'on me dise que non, voilà, ça a été bien fait parce que BSECO, même M. Félix Tshisekedi lui-même reconnaît que ça n'a pas été bien fait. Voilà pourquoi il a initié l'audit. Or, dans la conception des projets, dans la conception de programmes, parce que le programme n'est qu'un ensemble de projets, dans la conception de projets, il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante. Cette évaluation qui s'est faite avant l'opérationnalisation. Il y a l'opération, ce qu'on appelle l'évaluation extemporée, à mi-parcours. Et voilà pourquoi dans chaque projet, il y a des séquences. Quand il dit que non, il y a des projets, il y a des sauts de moutons qui ont été exécutés
à l'auteur de 25%. C'est-à-dire par rapport aux phases prévues. Mais pourquoi vous vous dites 25%? Le ministre du budget parle de 55%, le directeur de cabinet parle de 70%, le ministre de quoi? De l'information parle autre chose, le ministre des finances dit autre chose. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas harmonisation en termes d'information. Ce qui sous-entend que tout le monde ment. Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui est prévu. Tenez, M. Félix Tshisekedi dit qu'il devait construire 1500 logements sociaux. Il a cité des sites. Il a donné le nom des sites. Maluku, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Sud Kivu, Kananga, Mbujimaï. 1500 logements sociaux répartis en 300 par site. 1500. Et ça demandait 57 millions de dollars. Si nous faisons une moyenne, une maison de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain coûterait à la République 38 000 dollars. C'est déjà trop. C'est-à-dire qu'il y a une surfacturation. Et au-delà de ça, qui a déjà vu ces travaux-là? On risque de nous présenter les maisons qui ont été construites au niveau de Kanchach. Ça, c'est un autre programme. Et nous ne savons même pas qui a budgétisé. Et encore, au Kanchach, c'est les images qui ont circulé sur la toile. Des fois, on nous a dit que non, c'était dans d'autres pays. Donc, on ne sait plus qui... Non, mais même si on construisait dans ces camps-là, ce n'était pas ce qui était prévu. M. Félix Tshisekedi disait qu'il allait construire, effectivement, parachever 119 écoles. Je doute fort que ces écoles ont été tous parachevées. Si le BCECO le dit, on doit vérifier. Parce que ce qui est vrai, il y a une volonté manifeste de se faire une santé financière. Tout le monde l'a remarqué. M. Félix dit qu'il allait construire des mini-barrages en 100 jours. Parce que quand vous dites non, il y a des maisons qui sont en train d'être construites maintenant, ou des œuvres qui sont en train d'être parachevées maintenant, ce n'est plus ce programme parce que la durée, c'est aussi un indicateur. Bah justement, c'était pas un péché de titrer ça comme ça, programme de 100 jours. Non, mais madame, il y a un chronogramme. Oui, mais justement, on dit délai d'exécution, 45. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que quand on parle d'urgence en économie, l'urgence, c'est-à-dire on est dans les très courts termes. Et quand on parle d'urgence dans la gouvernance, je ne sais pas, peut-être nos amis de l'UDPS ont une autre conception de l'urgence. Quand on parle d'urgence, c'est-à-dire on veut résoudre des problèmes qui assaillent la population, qui doivent trouver des solutions à l'immédiat. Aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà des 100 mois. Pardon, des 100 mois, des 100 jours. On n'a pas atteint l'objectif. On est dans les 400 jours. 4e 100 jours. Mais on continue toujours à attendre. Ce qui veut dire qu'il y a eu un sérieux problème de conception. En homme sérieux, quand on parle d'urgence, on doit voir ce qui est urgent. Et quelle est la finalité de tout ce qu'il a posé comme action? C'était l'amélioration des conditions de vie. Aujourd'hui, peut-on dire que le saut de mouton, les fameux sauts de mouton ont résolu un problème? Non. L'argument qui est balancé souvent sur ce plateau, c'est la gratuité de l'enseignement. Non, mais même la gratuité de l'enseignement, ce n'était pas prévu dans le programme. Ça, c'est aussi une autre improvisation. Ce que nous voulons mettre en évidence ici, ce n'est pas seulement en termes de faiblesse, mais c'est aussi une manière d'interpeller nos frères. Parce que si vous voulez atteindre le développement, arrêtez de tâtonner. Arrêtez de nous amener dans des politiques de CRE. C'est comme si les gens qui viennent apprendre à nous gérer tout en étant au pouvoir. C'est cette faiblesse-là qui va nous fragiliser. Tenez, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi peut aller, comme M. Kabila l'avait fait en 2001. Il peut prendre des engagements en violation de la Constitution, parce que c'est ça déjà une habitude qu'on veut nous imposer. Il prend des engagements avec l'Union européenne, sans passer par les parlements, sans que le gouvernement en soit informé, et à la fin, ça bloque. Ça peut aussi bloquer. Voilà pourquoi nous alertons. Ce n'est pas de mauvaise foi, mais nous sentons qu'il y a trop de faiblesses. On dit ici que non, je devais apporter des éléments par rapport... Mais je suis surpris. Je suis en face des journalistes. Quand M. Félix Tshisekedi était en Russie, mais on a fait le compte rendu de ce qui s'est dit. On a fait le compte rendu de ce qui s'est dit. Et même l'ambassade de la Russie y a réagi par rapport à ça. L'idée était effectivement d'avoir une équipe militaire de la Russie ici chez nous. Nous avons eu à fustiger ça au lendemain de sa déclaration. C'est parce que nous avons considéré que c'était un danger. C'est-à-dire que notre souci, c'est d'avoir des gens qui veulent effectivement nous aider à avancer et des gens qui sont capables. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté. Si M. Félix Tshisekedi a la volonté, c'est vrai,
Ça peut se démontrer, mais a-t-il la capacité de nous amener dans les changements? Oui. Parce que c'est que nous avons constaté, par rapport à... Vous allez conclure, c'est que nous allons constater, effectivement, ce que nous avons constaté, c'est quoi? Pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème de la population, il faut que les institutions fonctionnent de manière harmonieuse. Quand M. Félix Tshisekedi va devant le Congrès, dire que non, voilà, le ministre des Finances serait à la base du blocage de la mise en œuvre de sa vision. Mais est-ce qu'un président de la République, dans le contexte congolais, un président de la République, dans le contexte de la coalition, peut-il avoir encore une vision au-delà du programme? Et est-ce que le ministre des Finances doit exécuter la volonté de M. Félix Tshisekedi ou le programme de gouvernance? Lorsqu'on dit, non, monsieur le ministre des Finances bloquerait le processus ou le processus de financement, eh bien, voilà les réflexes. M. Félix Tshisekedi va dissoudre le Parlement. Et quand la communauté internationale ou quand les acteurs politiques internationaux entendent ça, ils vont se dire, voilà, il y a un sérieux problème, il y a des harmonies, ce qui veut dire que le pays n'est pas fréquentable. C'est ce que je veux dire ici, c'est que M. Félix Tshisekedi lui-même constitue déjà le blocage pour le développement. Alors, si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, la moindre chose, c'est l'aider à démissionner. Voilà. Le fait déjà que vous l'appelez M. Félix, vous ne l'avez pas le président Félix. Non, mais c'est un monsieur, il n'est pas une dame. C'est un monsieur. Oui, voilà. Alors, rapidement, vous allez tous répondre à cette question pour clôturer ce sujet. C'est de savoir quels sont les arguments de négociation que la RDC a en sa possession pour que l'on espère vraiment un partenariat win-win avec le vieux continent. Bon, la question est un peu complexe à mon avis, mais j'aimerais bien quand même rencontrer Alain sur son dernier développement, parce que je persiste encore une fois que Alain est dans une position déjà tranchée, et moi je crains fort pour son intelligence. C'est un grand monsieur qui a une tête bien faite, mais lorsqu'il se cramponne dans une position figée, je crois que ça va l'empêcher de réfléchir. Faites de même alors. Ça va l'empêcher de réfléchir, parce que en ce moment-là, il a déjà une position figée telle que il refuse de réfléchir. Oui, il se refuse d'évoluer avec la réalité, parce que quand il affirme par exemple ici que le président de la République devant le Congrès a dit que le ministre des Finances le bloquait. Non, il ne faut pas dénaturer les faits. Nous, en journalisme, on nous a appris que les faits étaient sacrés. Le commentaire, il est libre. Donc, quand vous reproduisez les propos de quelqu'un, il faut vraiment prendre un peu de prudence. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, c'est ici que vous voulez l'apprendre. Non, mais apparemment, vous ne l'avez pas suivi. Il a dit le président de la République n'a pas dit qu'il était bloqué. Oh. Ok. Il n'a pas dit ça. Monsieur le président de la République a interpellé le ministre pour qu'il puisse exécuter les recommandations qui lui étaient formulées. Donc, il n'a pas dit aux députés et sénateurs qu'il était bloqué. Et lorsque vous affirmez, Mike disait ici que cette émission a aussi un caractère pédagogique, donc nous ne pouvons pas dire aux étudiants qui nous suivent que le président veut dissoudre l'Assemblée nationale parce que le ministre des Finances le bloque. Nous ne pouvons pas dire ça aux étudiants qui nous suivent, ou à nos enfants qui nous suivent, ou même à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui ont parfois des informations plus que nous. Donc ça, c'est de un. De deux, moi je crois que chacun doit jouer sa partition à l'étape où nous sommes. Lorsque vous écoutez nos politiciens de la Mouka, les plus souvent, ils ont difficile à proposer d'alternatives. Lorsque nous regardons le débat à la télévision étrangère, moi parfois ça me donne un peu de larmes aux yeux, parce que vous sentez que l'opposition travaille sur des questions sérieuses qui touchent la population. Il parle par exemple de problème de pauvreté. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, madame, la République démocratique du Congo, notre pays, est classée 9e en taux de pauvreté dans le monde, sur les 187 pays. 9e. Donc,
Aujourd'hui, le travail que devait faire l'opposition, que devait faire Lamouka, que devait faire Alain, c'est de nous apporter un programme. Quand il vient sur le plateau comme ça, il nous dit, regardez, Félix Tshisekedi vous a dit qu'il va lutter. Non, mais on le fait. Est-ce qu'il le croit? Félix Tshisekedi a battu campagne avec un programme intitulé, un programme auquel Martin Fayulu avait adhéré, un programme intitulé « Lutte contre la pauvreté, restauration d'un état de droit » et de lutte contre l'impunité. C'était le programme de campagne de Félix Tshisekedi. Et lorsqu'il arrive, il nous dit ici, il dit aux téléspectateurs que lancer un programme qu'il avait lancé, je crois c'était vers Mongafula là-bas, un programme de lutte contre la pauvreté, il appelle ça il dit que c'est inconstitutionnel. Bon, je ne sais pas s'il avait suivi la défense du projet du gouvernement par le ministre Ilunga Ilunkamba à l'Assemblée nationale. Si, si. Ce programme-là est intégré dans le programme du gouvernement. Non. Est-ce que Alain sait que avant de promulguer ce programme-là du gouvernement, les deux camps se sont mis ensemble, Cash et FCC, ils ont pris le programme d'Emmanuel Ramadan Ishadari et le programme de Félix Tshisekedi, ils ont mis ensemble, ils ont trouvé des points de convergence pour nous sortir. Pourquoi ce programme-là avait traîné? C'est justement parce qu'il y avait ce programme, et ce travail-là de mise en commun des deux programmes, des deux candidats, celui du FCC et celui du Cash. Ils ont mis ensemble les deux programmes. Et même aussi la lutte contre l'impunité, la corruption, tout ça. C'est mis là-dedans. Donc quand il nous dit ici que ce programme de lutte contre la pauvreté n'a pas de budget, ça c'est mentir. Ça c'est mentir aux téléspectateurs. Donc, nous comprenons que ici, nous sommes face à des enjeux qui nécessitent que nous puissions transcender nos intérêts personnels. C'est vrai. Joseph Kabila a fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu viens, tu fais ta part. Joseph Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Il a des limites. Félix Tshisekedi, il a aussi des limites. C'est un humain. Mais écoutez, Félix Tshisekedi n'a pas de problème de scolarisation de ses enfants. Ça, il faut le noter. Ce n'est pas quelqu'un qui a des difficultés à voyager. Ce n'est pas quelqu'un qui a des difficultés à soigner ses enfants. Les soins de santé. Donc, s'il échoue, franchement, moi, je ne vois pas en quoi lui aura perdu. Je ne vois pas. Mais ceux qui auront perdu, c'est des Congolais, c'est nous autres, qui avons des difficultés à scolariser nos enfants. Nous avons nos enfants dans quelle école? Les écoles sont dans quel état? Donc, là où Joseph Kabila s'était arrêté, là où il n'a pas été capable de faire quelque chose, Félix doit faire au moins quelque chose. Et nous, Congolais, nous devons l'aider à améliorer les conditions. La critique est bonne. Lui-même d'ailleurs l'a dit, je veux pas qu'il y ait un seul Congolais qui soit amené en prison parce qu'il m'a critiqué, moi, Félix Tshisekedi. Donc, ça c'est déjà bon, il aime la critique. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons critiquer, mais nous devons lui apporter des propositions. Monsieur le Président, si vous voulez lutter contre la pauvreté, aider les Congolais à rentrer au travail. Nous devons travailler. Martin Fayulu l'a fait, mais vous refusez son plan de sortie de crise. Bon. Non, le plan de sortie de crise ne prévoyait pas, madame. C'était un poste pour lui. Ça, c'est une demande d'emploi. C'était une demande d'emploi. Si dans ce poste-là, il pouvait faire mieux. Bon, en 15 minutes, nous allons passer au deuxième sujet. C'est avec vous, Mac Diana. Nous allons parler de ces anciens prisonniers d'opinion et de politique. Et quand on va les anciens prisonniers d'opinion, nous parlons de la Lucha, nous parlons de Filimbi, etc., qui ont adressé une lettre ouverte au président de la République le 2 février 2020, dans laquelle ils sont en train de décrier les conditions carcérales dans les centres de détention et prisons de ce pays. Alors, il dit ceci: l'image que reflètent les prisons de la RDC n'augure guère le respect des droits inhérents à la personne humaine. Un commentaire. Merci pour la question, mais permettez-moi en 2 minutes, je ferai une digression rapidement sur le sujet précédent. Ça, c'est le fort de certains de mes invités, mais je ne citerai pas le nom. Mais en fait, on entame déjà le deuxième sujet, mais vous nous ramenez dans le premier. Oui, mais j'en ai pas l'habitude, mais j'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que, vous savez, en 1 minute, voilà, le programme de 100 jours. S'il faut que je sois d'accord avec Alain Boulot, je suis d'accord dans l'aspect conceptuel et la définition de priorité de ce qu'on pouvait donner le caractère urgent dans ces programmes. Mais de là, les considérer comme un programme illégal, je ne suis pas d'accord, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est en politique. Félix Tshisekedi a l'obligation des résultats.
il s'est rendu compte qu'il était dans une coalition où, il faut le dire, le gouvernement, il s'est rendu compte de difficultés qu'il y avait à renégocier les choses, et la République ne devrait pas se taire pendant 7 ou 8 mois, et que dans l'urgence, il fallait faire quelque chose. Deuxièmement, je vous dis, dans ces programmes-là, il y a beaucoup d'éléments en discussion qui ont intégré les programmes de Ilunga Kamba. Et il y a également des points qui ont été mis de côté dans ce programme-là, parce que, comme je l'ai dit, il y a des imperfections dans ces programmes-là, mais cela ne jette pas en pâture l'ensemble du programme. Si on veut parler de la question de saut de mouton, je suis d'accord. La question de saut de mouton, c'est là que vient le fil de problème d'hommes congolais. Il y a des gens qui ont trouvé dans ça un gagne-pain, oui, des résidus où ils peuvent gagner. Du coup, ils se sont mis des choses dans les dents, mais le vrai problème n'est pas le chef de l'État et de l'institution. Il y a des gens qui ont trouvé dans ça le gagne-pain et que maintenant le gouvernement qui est en place veut contrôler les choses. Il y a des gens qui mettent des crocs en jambes. Ça, c'est une réalité de choses. Dans ces programmes-là, il y a autant de points communs qui ont été intégrés dans ces programmes-là, ce qui fait que même la question de financement, il sait comment ça se passe. Il faudra que ça se discute, on définisse de priorités et qu'on trouve des créneaux de flux des capitaux pour pouvoir financer le reste de travaux. Revenons sur ces sujets. Voilà, les conditions carcérales dans les centres de détention. J'ai toujours dit ici, c'est que est-ce que les conditions carcérales ici sont pires que Guantanamo, bien que déjà fermées? Je ne pense pas. Pourquoi on parle des autres? Parlons de nous-mêmes. Vous savez, la comparaison a toujours été un élément. Oui. Détail quand on veut se projeter à l'avion. Oui. Un élément d'appréciation simplement. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours dit, il y a un problème dans la politique en termes de la gestion de maisons carcérales en RDC. Parce que le vrai problème ici, c'est que quand quelqu'un va en prison, on appelle d'ailleurs des centres pénitentiaires, c'est des centres de rééducation, c'est pour qu'après quelqu'un ressorte la meilleure version de ce qu'il d'elle-même. était. Mais la question ici, c'est que c'est une question de politique. Il est vrai que les gens déplorent, mais aussi, il faut reconnaître que les infrastructures sont vétustes. Il est d'urgence, en tout cas très capitale, que le gouvernement s'y penche. Et je crois que lors de la dernière réunion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a soulevé le même problème que eux et qu'il fallait désormais trouver un moyen pour pouvoir réaménager ou réfectionner les différentes prisons, mais aussi redéfinir une politique pour que dans ces centres-là, qu'il y ait des possibilités de pouvoir changer l'homme. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire, mais dans le fond, je crois que ces mémos est très recevable dans la mesure où il faut quand même tenir, même un prisonnier a de droits, donc il faut qu'on s'y penche. Et j'aime bien ce que tu écris, hein, quand vous êtes rentré dans la prison de Makala, nous jugeons nos semblables. Exactement, ouais. C'est-à-dire cela ne fait pas de moins hommes que nous qui avons la charge de pouvoir établir des jugements, mais je crois que c'est ça le vrai problème, et je demanderai surtout au niveau de l'actuel vice-primature en charge de la justice et garde Sceaux, de s'y pencher, d'en faire un dossier assez urgent, parce que notre plus grand souci, c'est d'améliorer le Congolais. Et justement, parmi le facteur de développement dans une société, il faut prendre en compte cette question-là, la question de la rééducation de personnes incriminées ou de gens qui viennent de la prison. Et j'espère que si on le fait comme ça, ça sera quelque chose d'intéressant. Alain Bolodjoa, manque de nourriture, de soins de santé, d'eau potable, à qui incombe cette responsabilité? Bon, peut-être les autres ne vont pas le comprendre, mais c'est qui est vrai. Le premier responsable, c'est M. Félix Tshisekedi. Oui. Le deuxième responsable, ce sont nos élus, les députés, parce qu'ils ont été élus pour effectivement solutionner le problème congolais. Et ça fait partie de ces problèmes-là. Madame, nous sommes dans un pays atypique, où même les intellectuels défendent ce qui défendent n'importe quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que la Constitution ou les constitutions ont voulu harmoniser le fonctionnement de l'État en limitant le pouvoir de chacun. Voilà pourquoi on dit la compétence et l'attribution. Le président de la République a ses missions qui sont reprises à l'article 69 de la Constitution. Il y a un mécanisme de contrôle de la gestion et dans ces mécanismes de contrôle, on dit on ne peut pas auditer les chefs de l'État. Parce que lui, il est supposé être au-dessus de la mêlée. Mais lorsque le président de la République entre... Non, attendez. Lorsque le président de la République entre dans les compétences qui sont dévolues au gouvernement, eh bien naturellement, il doit être jugé comme le gouvernement. C'est-à-dire, on peut le poursuivre en justice pour avoir induit le pays en erreur, pour avoir engagé des dépenses en violation des lois des finances.
Aujourd'hui, nous voulons parler du programme des 100 jours. Moi, j'ai dit, ce programme est anticonstitutionnel parce que ça n'a pas respecté, effectivement, la Constitution. Non, mais c'est dans la même philosophie. Okay. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des gens qui auraient été arrêtés ou qu'on appellerait les détenus politiques. Oui. Ça contredit ce que M. Félix Tshisekedi nous dit en termes d'état de droit, en termes de respect des opinions. Comment peut-on arrêter nos amis de Lucha, de Filimbi, de leur qu'ils ne font qu'exprimer leur liberté des pensées, liberté d'opinion? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont arrêtés pour leurs opinions. Bon, ça c'était... C'est qui sous-entend. Non, mais effectivement, mais en principe, il devait être liberté. Il devait être en liberté. Il y a eu une différence et il y a eu une limite entre liberté d'expression et diffamation. Il ne faut jamais oublier. Non, attendez. Est-ce que la liberté d'expression nous donne le droit de tout dire et de porter même atteinte à la vie privée de quelqu'un? Non, mais ils sont arrêtés pour ça? Sont-ils arrêtés pour ça? Encore faudrait-il... Non, mais pourquoi? Attendez. Ils ont envoyé leur lettre avec en tête. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont pas arrêtés pour la... Non, mais ils sont identifiés. Des anciens détenus. Non, mais effectivement, c'est ce qui veut dire... En tête, M. Carbone et tout ça. Oui, il y a des gens qui ont été arrêtés pendant que M. Félix Tshisekedi était au pouvoir. Ce qui veut dire qu'il n'a pas atteint son objectif. Et deuxièmement, la construction de centres, ça fait partie des politiques publiques. Lorsqu'il y a augmentation en termes de population, il faut penser aux écoles, aux hôpitaux, même aux prisons. Aujourd'hui, il y a des difficultés parce que la prison, cette prison de Makala a été construite pour contenir 2000 personnes. Ils sont au-delà de 7000. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette, on va dire, recrudescence de criminalité, s'il faut le dire ainsi? Non, mais la gestion des ambitions individuelles, c'est ce qui pose problème. La plupart de ceux qui sont là sont présumés innocents jusque-là. Ils n'ont pas été jugés. L'appareil judiciaire ne fonctionne pas normalement. Aujourd'hui, les juges ou le magistrat font leur travail avec autant de complaisance. Il y a des petits dossiers qui devaient être trouvés... On parle même de tribalisme. Mais effectivement, moi j'ai été victime de ça une fois. Je sais comment les histoires fonctionnent. Mais ce qui est vrai, c'est que ça fait partie des politiques publiques. On doit penser à désengorger ces lieux pour permettre à ceux qui y vivent ou ceux qui sont appelés effectivement à y être, à vivre décemment. La nourriture. Madame, nous autres qui sommes en dehors des prisons, nous avons des difficultés de trouver à manger. À combien plus forte des raisons des gens qui sont là-bas? Parce que ce qui est vrai, c'est que... Ce qui est vrai, c'est que le pays va mal. Ce n'est pas une fatalité, mais nous devons avoir des gens qui ont des grandes visions, qui ont une certaine technicité pour trouver des solutions. Parce que si on ne peut pas trouver de solutions pour les enseignants, les nouvelles unités qui jusque-là ne sont pas payées, les militaires qui continuent à percevoir 140 000 francs, qui ne représentent que les carburants pour un seul véhicule d'un conseiller à la présidence, eh bien ça pose problème. Les inégalités sociales font c'est que les autres puissent trouver d'autres voies. Ce qui est important aujourd'hui. Ne concluez pas. Ça sera votre mot de la fin, de conclure. Non, par rapport à ces sujets, nous devons repenser parce que moi j'ai été à Kisangani, j'ai été à Bunia, j'étais à Mbandaka, j'étais à Bwende. Non mais là c'est grave. Okay. Vous trouvez, madame, il y a des prisonniers qui dorment à même le sol, qui vivent en dehors du bâtiment parce que le bâtiment s'est écroulé. Ils se reconnaissent des prisonniers. Ce sont des prisonniers mais qui vivent en dehors des bâtiments. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème. Alors, devant ces défis, nous voulons avoir un leadership clairvoyant, visionnaire, pour permettre à ce que le pays puisse avancer. Pas avec des blabla, pas avec des promesses fallacieuses. Nous voulons une gouvernance potable. Voilà. Alors, le ministère des Finances est pointé du doigt, M. Johnny Kanyinda, dans le retard du décaissement des frais d'approvisionnement pour la prison. Donc, Sélé Alagouli, ministre des Finances, serait-il l'homme qui bloque tout? On le cite aussi dans l'affaire de Sodo Mouton et tout ça finalement. Non, mais c'est le président. C'est le président. C'est le président qui devait donner l'argent, c'est lui qui devait ordonner. Là, c'est de l'ironie. C'est le président. C'est de l'ironie. Non, mais il a eu à gérer pendant 9 mois seul. C'était lui qui était l'ordonnanceur. La nourriture pour les prisonniers, c'est le président. C'est le président qui doit balayer nos maisons, c'est le président qui doit amener nos enfants à l'école, c'est le président qui doit veiller sur la santé des prisonniers. Oui, je suis d'accord. Oui. Parce qu'il est le premier d'entre nous, il a été élu au suffrage universel et que tous les Congolais, où qu'ils soient, ils doivent attendre de lui des solutions, effectivement.
c'est vrai, Alain a raison. Et moi, je pense que voir les choses comme ça, c'est bien. Que toutes les solutions du pays doivent venir du président de la République. N'est-ce pas là une manière de faire de lui encore un dictateur? Il est déjà. Au même moment, Alain est en train de considérer que la Constitution, ou mieux les constituants, ont prévu ce qu'il a appelé la séparation des pouvoirs. Ouais. Mais en même temps, il dit, non, le président devait tout faire. Qui l'a dit? Oui, vous l'avez dit ici. Non, le responsable, je n'ai pas dit, c'est lui qui... c'est lui le chef d'orchestre. Je peux parler, madame? Oui. Donc, Alain a dit ici, quand vous avez posé la question sur la situation des prisonniers et des prisons, il dit, mais la responsabilité incombe à Félix Tshisekedi. Il l'a dit ici. Et juste après, il dit que le constituant ou la Constitution a prévu la séparation des pouvoirs. Bon, est-ce une contradiction ou j'ai pas assez compris sa réflexion à ce niveau-là. C'est comme ça que j'ai dit, lorsqu'on a déjà une position tranchée, on s'empêche de réfléchir dans le sens de voir les choses évoluer. Hein? C'est pourquoi c'est pas vraiment bien d'avoir des positions figées, Alain. Donc, moi, je suis d'accord, madame, que nous devons aujourd'hui améliorer des conditions d'incarcération dans notre pays. Parce que nous, en tant que journalistes, des politiques et tout ça, nous sommes des potentiels candidats à la prison. Parce que je peux dire juste un mot ici qui peut facilement m'amener en prison, comme Mike Moukebaï. Vous voyez. Donc, nous devons souhaiter que la prison soit dans un état quand même acceptable. On a vu avec les travaux des 100 jours, il y a des pavillons qui sont en réhabilitation au CPRK. Ça, c'est encourageant. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler pour améliorer. Oui, mais le ministère des Finances, est-ce qu'il serait lui? Ça serait l'homme qui bloquerait tout. Le ministre des Finances, moi, bon, c'est un peu compliqué. Hein. Oui. J'étais avec un confrère, Diana Gikupa, sur un plateau. Il a dit quelque chose que j'ai retenu pour ma vie. Nous devions évaluer, c'était sur un plateau, nous devrions évaluer le Premier ministre sortant, Bruno Tshibala. Nous avons tous parlé, nous avons critiqué, nous sommes déchaînés entre nous, nous sommes déchaînés. Mais lorsqu'on donne la parole au vieux Diana, il dit, j'ai suivi avec attention les amis. Mais à chaque fois qu'il m'est demandé d'évaluer quelqu'un, je me mets d'abord dans ma peau de journaliste. Lorsque je considère les difficultés que je rencontre pour exercer mon travail de journaliste, les difficultés que j'ai pour exercer mon travail, madame, aujourd'hui nous avons difficile à tomber. Alain évoquait ici les chiffres contradictoires qui sont évoqués autour des travaux des sauts de moutons. Ça nous embête tous. Mais est-ce qu'on a la facilité d'accéder au rapport? C'est ça. Les difficultés que nous avons, nous, en tant que journalistes, alors qu'on devait avoir l'accès facile aux sources d'information. Si vous voulez donner la lumière à la population, comment vous allez le faire sans accès à ces sources d'information? Ça, c'est à mon niveau en tant que... Alors, le vieux Diane a dit, lorsque je me mets en tête les difficultés que j'ai pour exercer mon métier, je me dis, alors, le Premier ministre, il doit en avoir aussi. Il a des difficultés. Le ministre des Finances, certainement, je ne fais pas son avocat, mais je crois qu'il a aussi des difficultés devant lui pour exercer ce qu'il doit faire. Il faut dire ça, il a évoqué, par exemple, la situation des conditions qui ont été posées par les institutions de Bretton Woods. Par exemple. Vous voyez, qui ont demandé une certaine orthodoxie dans la gestion des finances. Ça, c'est important. C'est une austérité. C'est important, vous voyez. Donc, on ne doit pas sortir l'argent parce qu'il faut sortir. Même nous, dans nos maisons, on ne sort pas tout l'argent que nous avons parce que madame a demandé. Ou parce que l'enfant a demandé, vous sortez tout l'argent que vous avez, vous sortez, vous donnez. Même si c'est que l'enfant dit, le besoin que l'enfant exprime, c'est un besoin important, vous ne sortez pas tout ce que vous avez dans la poche ou dans la maison. Et on a parfois des problèmes comme ça. Donc, moi, je comprends que le ministre des Finances, il peut se trouver devant une situation comme ça, mais c'est qu'il doit comprendre aussi qu'il y a, dans tout ce que nous faisons, des priorités et des urgences. Oui, parce qu'il y a quand même... Dans des centres pénitentiaires, par exemple, ça, la nourriture, ça, c'est une urgence.
C'est vrai que nous avons d'un côté les conditions que nous devons remplir. Je crois les 2 missions qui sont arrivées chez nous pour évaluer, c'était satisfaisant. C'était satisfaisant. Mais au même moment, nous devons savoir qu'il y a des besoins sociaux auxquels nous devons répondre pour les populations. Donc ça, c'est important. Donc à la fois, nous pensons que ce que les amis de la société civile, des ONG disent, c'est vrai, ils ont raison, nous devons penser aux conditions incarcérales, mais au même moment, nous devons tenir compte des conditions pour changer la situation sociale de tous les Congolais. Ça, c'est important. Donc, moi, je crois que nous devons rester positifs, encourager les uns et les autres à travailler pour l'intérêt des Congolais. Monsieur Diana, les prisons de la RDC seraient des mouroirs où les occupants seraient réduits à l'état de bestialité. Alors, je me pose aussi la question, ne serait-ce pas aussi un camp de vacances où aucun programme de rééducation ni de réinsertion n'est mis en œuvre pour ces occupants? Je crois que je l'avais déjà dit au départ, de prendre rééducation, c'est là où le bas blesse un peu. C'est-à-dire il faut une vraie politique dans ces centres pénitentiaires. Et je crois que c'est la meilleure des choses. Ce que nous on veut, c'est que quand quelqu'un entre en tant que fugitif ou en tant que condamné, et qu'après qu'il ressorte une meilleure version d'elle-même en tant que personne. C'est tout ce que nous souhaitons et c'est ce que nous demandons au gouvernement de pouvoir faire. Mais je me rends compte que la plus grande difficulté reste pendante chez les Congolais. Vous savez, depuis un certain moment, on a fait un focus sur les individus. Oui. On nous a chanté ici depuis un certain moment que c'était Kabila le problème de la RDC. Il doit partir. Ça circulait partout. Le mal, c'est que on est à la fois scientifique, à un certain moment, on brise le propre principe défini ici. Et je me demande, pour le cas de la RDC, si Montesquieu, dans sa tombe là où il est d'accord avec nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand, dans l'esprit du constituant, quand on a partagé, c'est pour éviter que quelqu'un se mette dans la posture d'un tout-puissant, quelqu'un qui doit tout régler, parce qu'aucun individu, même les gens qui ont un QI, le QI le plus élevé du monde, ne peuvent pas résoudre les problèmes, et encore plus d'un État comme le Congo, qui est un État continental. Mettons-nous d'accord. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions, a une certaine responsabilité. Mais dans la responsabilité pratique, quand on parle de la question de gestion de prison, non, ma foi, ne mettez pas le chef de l'État d'abord. Je trouve inconcevable que quand on parle de ça, le chef de l'État a une responsabilité en tant que... C'est lui qui impulse, c'est lui qui doit veiller au bon fonctionnement. Mais le technicien, c'est lui qui a la gestion au quotidien. L'animateur, c'est le vice-premier ministre en charge de la justice aujourd'hui qui s'appelle Célestin Tundayaka Sende et qui déjà, je le dis, dans ses cabinets est en train de réfléchir sur cette question-là. On parle de question du ministre de Finances. Je me rappelle quand on a nommé ces types, j'ai dit aux gens sur le plateau de la RTGA, Sélé Yalagouli posera de problèmes, particulièrement à des novices qui sont venus dans ses pouvoirs, qui voudront se remplir le poche. Pourquoi? Pour deux bonnes raisons. Quand on parle du succès d'Augustin Matata Ponyo, dans l'orthodoxie, dans la gestion de la République, il en est pour beaucoup. C'était son directeur de cabinet et c'est quelqu'un capable de dire non. Au-delà des raisons évoquées par Alain Bolo, il faut une certaine orthodoxie, il faut un peu réduire le train de vie pour répondre aux exigences du FMI. Il y a la question de la pratique de la gestion de l'État. C'est vrai, le ministre des Finances est l'ordonnateur. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui définit forcément les notions de priorité. C'est-à-dire qu'il doit recevoir de l'ordre venant de l'exécutif. Et l'exécutif décide après concertation, quand on définit les priorités, on dit, bon, écoute, maintenant là, c'est dans un contexte d'urgence, voilà, il faut décaisser autant d'argent. Au-delà des simples raisons de pouvoir décaisser l'argent, c'est un ministère, une institution technique qui a un avis à émettre. Les problèmes conjoncturels sont plus grands que les individus et parfois même va au-delà, transcende les questions des institutions. Le ministre des Finances, dans des contextes conjoncturels aussi difficiles que le nôtre, ne peut pas forcément, c'est-à-dire, c'est plus facile de pointer du doigt quelqu'un et dire, bon, écoute, le ministre des Finances bloque, mais écoutez, dans ses prérogatives, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il n'est pas censé venir là, une lettre vient de la présidence, on dit, bon, écoute, il faut sortir 25 000 $, et puis du coup, il sort 25 000 $. Il faudra maîtriser le flux. Cet argent-là sert à quoi? Il vient d'où? Est-ce que l'exécutif où je fais partie, a décidé de ces décaissements?
est-ce qu'au préalable, bien évidemment, le ministère de Finances a un avis à émettre à chaque fois qu'on veut discuter des questions de déboursement de fonds? Quand on parle de la question de prison, le problème de la nourriture, ma foi, je vous dis, on a tendance à vouloir voir l'exécutif, mais on ne voit pas les gestionnaires de prison. C'est une question préventive. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'épuisement de stock? Parce que le repas se donne à moins que quelqu'un me contredise, de manière mensuelle. Quand est-ce que la demande arrive? C'est vrai, ce sont des choses automatiques que le gouvernement peut exécuter, mais à un certain moment, il est possible de pouvoir alerter à temps. Mais aussi, ce gouvernement a l'obligation de pouvoir veiller et vérifier si le fonds déboursé pour justement la nutrition de ces prisonniers est exécuté en bonne et due forme. Sinon, c'est aussi une forme de léthargie. Est-ce qu'on a établi la responsabilité des gestionnaires de prison en ce qui concerne le fonds qui sont censés gérer la nutrition et autres besoins des prisonniers? Pourquoi on essaye de dédouaner certains? Et je vous dis que, je mets ma main à couper, ces gens-là ont une certaine responsabilité, et je dis à très grande partie. C'est un peu les cas qu'on a connus avec la Régie des eaux jusqu'à l'épuisement des intrants. Normalement, on ne devrait pas arriver là à un bon gestionnaire. Quand on sent qu'on touche le fond du panier, il faut pouvoir alerter. Même déjà la moitié du panier, il faut un bon gestionnaire. C'est comme nous aussi à la maison. Et il faudra une dame, quand elle va dire que son congélateur, là, c'est vide, il fait sa pression. Oui. Et puis, au-delà de ça, il faudra comprendre que ces gouvernements venaient à peine d'être installés. Il faudra avoir le temps de pouvoir maîtriser les choses et puis savoir. Prétexte. Alors, Diana, on va vraiment vers la fin de l'émission. La question que je vous poserai à M. Boulodjoua, puisque vous avez sillonné le Congo, vous avez vu à Kisangani, comment est-ce que les prisonniers dormaient... Il a fait la prison à Kisangani. Oh non, mais ça viendra. Oui, non, pourquoi vous voulez vous constituer non, déjà? Ah, ok, je savais pas. Alors, quand vous dites que vous avez vu des prisonniers, pour moi, si je suis prisonnière, que je circule, en tout cas, une chose est sûre, je vais m'évader. Non, pas forcément, mais ça dépend des lieux. Alors, dites-moi, vous évader des bonnes idées. Quelle est la solution? Désengorger ces prisons en construisant d'autres ou bien revoir le jugement de certains prisonniers pour les acquitter? Bon, mais madame, votre question déjà répond à la problématique. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sous MAP, mandat d'arrêt provisoire, et qui font 1 année en prison. En principe, l'État doit les prendre en charge. Et pourtant, ils sont sous mandat d'arrêt provisoire. Comment on peut être sous mandat d'arrêt provisoire et faire 1 année en prison? Ça, c'est une faiblesse déjà au niveau de la justice. Nous devons avoir une justice expéditive dans le sens, pas dans le sens, dans le mauvais sens, mais c'est-à-dire qu'une justice qui tranche rapidement certains dossiers et qui doit élaguer d'autres documents, d'autres dossiers sur la table. Parce que si on doit arrêter des gens, il y a des gens qui sont arrêtés pour avoir diffamé le chef de l'État ou une autre personne, ils vont faire 7 mois, au lieu de traiter le dossier, il fait déjà 1 année sans être jugé, et puis vous le condamnez pour 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois de perdu pour rien, ou 5 mois. On doit redynamiser notre justice. On doit arriver à construire aussi dans des provinces. Parce que tout le monde ne doit pas se mettre à Kinshasa. Il faut avoir des prisons dans d'autres provinces. On doit arriver à créer d'autres sources de financement en dehors du budget national. Parce qu'on peut utiliser ces gens. On peut créer des industries. C'est-à-dire, à côté des industries, nous avons des prisonniers qui travaillent pour le compte de l'industrie. Et à la fin, à la sortie, ils peuvent gagner quelque chose pour relancer leurs activités. Vous prenez quelqu'un qui aurait violé. Vous le condamnez pour 7 ans. Il avait 15 ans. Il en sort 22 ans. 7 ans après, ça fait pratiquement 22 ans. Il n'a pas pris le temps, il n'a pas eu le temps de travailler, d'étudier. Il devient quoi? Il n'a pas de fonds. Dans sa famille, on les rejette. En fait, comment ça se passe ici? Parce que dans les prisons, lorsqu'une personne sort, on lui donne quand même... Rien du tout. On lui donne quoi? Peut-être c'est lui qui doit donner. C'est lui qui doit donner. Ce qui veut dire, vous prenez quelqu'un, vous le mettez en dehors. Vous le mettez en dehors du circuit pendant 10 ans et il en sort, il n'a rien. Non, il doit travailler. S'il y avait des industries, ça allait bien fonctionner. Mais je voudrais quand même réagir par rapport à ce que mon frère avait dit. Apparemment, c'était une question et je crois que M. Diana est revenu sur. Quand vous dites que c'est dans l'exécutif qu'on définit les priorités, qui est le président de l'exécutif? Qui préside le Conseil des ministres? Le président de la République. Le président de la République. Où est-ce qu'on fixe les priorités dans l'État? C'est au niveau du Conseil des ministres.
Pas au niveau du gouvernement. Attention. C'est au niveau du Conseil des ministres qu'on définit les priorités. C'est pendant ces temps-là qu'il doit user de son pouvoir pour donner des orientations. Quand M. Félix Tshisekedi est arrivé, il y avait un gouvernement. Il est passé outre. Il s'est imposé, lui, en violation de la Constitution. Il a posé des actes. On a dit qu'il aurait réhabilité certains pavillons de prison Makala. Mais lui ne savait pas que dans ces prisons-là, il y a des gens qui peuvent manger. Est-ce qu'il avait songé à ça avant, pendant qu'il était seul, pendant qu'il régnait en violation de la Constitution? Il n'a pas fait. Aujourd'hui, il y a des priorités. Effectivement, c'est une priorité. Mais qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi entend par priorité? Toute nécessité n'est pas nécessairement une priorité. Le saut de mouton, c'était nécessaire, mais ce n'était pas une priorité. Ce qui veut dire la définition des priorités déjà pose problème au niveau de l'exécutif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à solutionner le vrai problème. On se pose des mauvaises questions au vrai problème. Si c'était une priorité, en principe, ça devait figurer parmi les actions d'urgence. Parmi les actions d'urgence. Au lieu de songer seulement au bâtiment, les ventres des prisonniers, c'était une priorité, mais il n'a pas songé à ça. Pourquoi? C'est justement parce que ce programme a été conçu en dehors du cadre institutionnel. Et je parie que ça a été conçu au niveau du parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Nous devons reconnaître que si le président de la République, qui est le coach, qui est le chef d'orchestre, n'a pas la maîtrise de l'appareil, ça posera toujours problème. Et lorsque vous nous demandez de faire des propositions, mais moi j'ai fait une proposition simple, la démission de M. Félix Tshisekedi. Qu'on réorganise les élections, on va avoir des gens qui seront pétris de la meilleure manière de gouverner le pays. Ça va faire en sorte que nous puissions redynamiser les autres. Un homme qui sera libre de cette majorité mécanique, un homme qui sera capable de faire face à M. Kabila, eh bien, les choses vont évoluer. Mais si on continue dans cette philosophie, pendant que nous passons cette émission, il y a les gens de l'UDPS qui manifestent. C'est-à-dire un parti au pouvoir qui manifeste. Pendant ce temps, il y a le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Vous avez vu, j'ai appelé président. Qui est aujourd'hui en train de se lamenter. Vous voulez rendre responsable le ministre des Finances. Vous l'avez dit ici. Le ministre des Finances n'était pas entré en programme avec le Fonds monétaire international. C'est une option politique. Et vous sentez, là où il y a la maladresse, vous êtes à peine d'entrer, il y a autant de défis, vous allez vers le Fonds monétaire international pour être en programme. Et on vous dit, il faut gérer de manière rationnelle le peu d'argent que vous avez. Vous dites, non, c'est le ministre des Finances qui bloque. Et parmi les dossiers qui seraient bloqués par le ministre des Finances, l'achat des jeeps pour les basketteurs. M. Félix Tshisekedi l'a dit au Parlement. Le financement de ceux de moutons. M. Félix Tshisekedi insiste sur ça. Il y a même le ministre du Budget qui est revenu sur ça. Mais attendez, madame. Le ministre des Finances dit qu'il a décaissé 70%. Le ministre du Budget dit on a décaissé 60%. Non, mais c'est ça l'incohérence de la gouvernance. Ce sont des faits liés. Mais c'est Félix Tshisekedi, mais le ministre du Budget dit on a décaissé 60%. Qui a raison? Moi, je crois c'est le ministre des Finances. Parce que c'est lui qui gère les finances. Mais qui avait donné l'ordre qu'on fasse sortir l'argent? C'est la présidente de la République. Est-ce que la présidente de la République avait-elle compétence? Non. Ce qui veut dire ces désordres-là va nous empêcher de trouver de vraies solutions aux vrais problèmes. En 5 minutes, nous allons conclure par cette question. Valoriser la main-d'œuvre carcérale pour des projets et initiatives de développement est l'une des recommandations que le groupe des anciens prisonniers politiques, prisonniers d'opinion et politique lance au gouvernement congolais. Alors, Diony Kaninda, qu'en pensez-vous? On va dire 2 minutes pour chacun. Merci beaucoup. Madame, parfois je ne reconnais pas Alain. Il est parfois scientifique. Oui, ne parlez pas d'Alain. Là, donnez votre avis parce que la régie déjà on risque de nous couper avant. Parfois, il tombe un peu dans les populismes. Alors, quand il faut répondre à la question, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne doit pas laisser pendant toutes les questions qu'il évoque et tout. Il y a des émissions. Il ne faut pas qu'on cautionne. Restez aussi scientifique, ne soyez pas trop fanatique. Il ne faut pas qu'on cautionne tout ce qu'il dit, de peur que ceux qui nous suivent pensent que c'est l'évangile. On
avant le jugement. Voilà. Moi, je pense que nous devons faire la part des choses. Oui. C'est Alain qui a évoqué ici le principe de séparation de pouvoir. Et lorsque... Oui, j'ai mes 2 minutes. Oui, donc, lorsque Alain pense que le président de la République doit aller gérer la prison, non, il ne faut pas réduire le président de la République. Donnez l'impulsion, je n'ai pas dit ça. C'est son mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, je crois que j'aurai l'occasion aussi d'intervenir quand il va parler. Okay. Donc, on ne doit pas réduire le président de la République à la gestion d'une prison. Ça, c'est pas normal. On ne peut pas affirmer que le président de la République a gouverné en violation de la Constitution. C'est un intellectuel qui l'a dit. Je crois que ça, ce n'est pas rationnel. Le président de la République, quand il engage un programme pour l'intérêt de la population, nous ne pouvons pas qualifier cela d'une violation de la Constitution. Vous avez un gouvernement démissionnaire qui ne pouvait pas engager la République dans le décaissement de fonds pour le travaux des 100 jours. Mais qui pouvait contresigner une ordonnance. C'est le mot de la fin. Qui pouvait contresigner une ordonnance de nomination. Monsieur Denis Kanina, chutez s'il vous plaît. Chutez s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes chacun. Chutez. Désolé. Vous comprenez que j'ai plus 2 minutes. Vous comprenez que j'ai plus 2 minutes. Non, vous allez interférer. Donc, le président de la République a initié un programme parce que le pays devait continuer à fonctionner. Et maintenant qu'il y a eu un gouvernement mis en place, le gouvernement a récupéré ce programme qui a été mis en place pour être intégré dans le programme officiel du gouvernement. Ça, c'est de 1. La deuxième paire de manches, c'est que la prise en compte de la main-d'œuvre carcérale pour pouvoir travailler au bénéfice de la République, ça, c'est tout à fait normal. Ça s'est fait sous d'autres cieux et je crois que Jean-Pierre Bemba a pu faire certaines études pendant qu'il était à La Haye. Pourquoi ne pas permettre, par exemple, que dans nos prisons, parce que Alain évoquait ici la question de l'éducation de ceux qui sont en prison à un certain âge scolaire, je crois que c'est une question importante. Nous devons maximiser aujourd'hui la notion de la main-d'œuvre. Parce que quelqu'un qui entre en prison, qui a été arrêté comme délinquant, qu'on appelle chez nous Koulouna, dès qu'il entre là-bas, il ressort, il devient encore plus dangereux qu'avant. Nous devons éviter ça. D'où il faut un programme, même au niveau de la police nationale congolaise, où aujourd'hui nous avons encore un problème d'effectifs, que ce soit au niveau, quand vous allez dans certains quartiers, vous trouvez qu'il y a insuffisance d'éléments de la police. Il faut que nous puissions capitaliser ceux qui sont dans nos prisons. Est-ce qu'ils sont capables d'être orientés vers la police, vers les FARDC, vers les petits métiers? Il faut que dans nos prisons, on puisse justement prendre en compte cela. Valoriser la main-d'œuvre carcérale pour des projets initiatives de développement. Oui, mais c'est vrai, il faut valoriser. Comme je dis d'ailleurs, au niveau de chez nous à l'ECT, il y a autant de propositions qui étaient faites sur la formation de différentes personnes incarcérées. Mais au préalable, il y a un travail à faire. Il faut déjà identifier et essayer de stimer le niveau de tout un chacun, parce que tout le monde qui entre en prison n'est pas forcément délinquant. Et voir à la mesure du possible quels sont les centres d'intérêt. Pour ce qui est de métier direct, c'est un élément important, surtout pour nos jeunes gens délinquants. Mais le plus important, c'est de pouvoir constituer aussi un marché pour eux. Parce que à quoi ça sert de donner un métier à quelqu'un s'il ne pourra pas l'exercer? Donc c'est ça le 2 volets le plus important. Il faudra le faire, mais après il faudra créer un marché. Et qui voudrait aussi engager un ancien détenu? C'est aussi la question. Dans les métiers directs, c'est que chacun acquiert des compétences qu'il peut vendre autonomement sans aller être engagé dans une entreprise, quelque chose. Pourquoi on parle de métiers directs? La menuiserie et autres, ce sont des métiers directs où quelqu'un peut de manière autonome travailler, mais après il faudrait qu'il y ait le moyen de pouvoir en profiter. C'est là qu'on rend intéressant cette question, mais aussi il y a le volet étatique où ils peuvent servir dans les travaux de l'État, en quelque sorte. Je crois que ça sera important. À notre niveau, en tout cas, dans le projet de société, il y a un plan de ces genres-là au niveau de l'ECT pour la formation, et il y a déjà des gens qualifiés pour pouvoir apporter ces genres de formation. Mais j'aimerais chuter sur une question, une note assez pertinente que j'estime, c'est que la façon de pouvoir attaquer, aborder un problème, apporter la solution à un problème dépend de la perception qu'on s'est fait de problème et de la personne qui est pointée. Aujourd'hui, l'idée de faire croire aux Congolais que la démission de Félix Tshisekedi est un salut pour le peuple congolais, c'est chimérique, c'est de l'utopie. Pourquoi je le dis? Parce que
Je l'ai dit tantôt, les problèmes conjoncturels sont plus grands que les individus. Alain Bouloudja le sait bien comment. C'est dit, cela nécessite juste une synergie, apporter des solutions favorables. Et qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a des difficultés, ça c'est une certitude. Des difficultés qui sont explicables, qui ont des raisons. Ce n'est pas de mal abstrait en fait. Ce sont de mal qui ont des sources qu'on peut identifier. Et aujourd'hui, la meilleure des choses à faire, c'est que, je le dis, on est dans un contexte assez difficile. Au-delà de la question de la coalition, au-delà des problèmes conjoncturels sur le plan économique, c'est qu'il faut plutôt des solutions. Si on pense que Félix Tshisekedi serait un mal, alors là je dis, un mal est appelé à être banni. Alors, mais si c'est un problème, oui, chaque problème est soluble. Mais alors, moi je ne pense pas que le chef de l'État soit un problème. Le chef de l'État, au contraire, fait partie de cet exécutif qui tente de pouvoir résoudre le problème ensemble avec sa coalition, parce que de l'autre côté, chacun a l'obligation des résultats, et je vous le dis que c'est ça le maître mot, c'est ça le plus important. Valoriser la main-d'œuvre carcérale pour des projets. Je crois l'avoir déjà dit. L'absence d'un bon plan de développement, l'absence d'une bonne politique économique, en tout cas, ça fragilise même l'action gouvernementale. Ce qui est vrai, l'impulsion vient d'en haut. La première des choses que nous devons combattre, c'est cet esprit de nous détourner de la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution a été claire. Il faut que la personne qui doit présider à la destinée de la République soit revêtue de la légalité et de la légitimité. Ce qu'on appelle la légitimité rationnelle. Ça pose problème. Il faut qu'il y ait la décentralisation. Ça pose problème. Ce qui veut dire, déjà sur le plan institutionnel, sur le plan fonctionnel, le pays va mal. Mais au-delà de ça, on nous ajoute encore... Le problème de la légitimité subjective. Non, le problème de la légitimité constitutionnelle. Oui. C'est sur base de ça, que la charpente institutionnelle a été... Attendez, ce qui veut dire, aujourd'hui, pour que nous arrivions à repenser, effectivement, on doit mettre en valeur tous les Congolais, que ce soit ceux qui sont dans les prisons, que ceux qui sont en dehors. Mais il faut qu'il y ait des politiques cohérentes. Tenez, madame, M. Félix Tshisekedi, dans son fameux programme prophétique, il dit pour créer des emplois, il a prévu 1 800 000 $. Pourquoi? Pour rien. Et pourtant, si on pouvait prendre les 1 800 000 affectés dans une activité au niveau des prisons, peut-être on allait créer des emplois. Voilà. Et la main-d'œuvre serait moins chère. Mais fort malheureusement, fort malheureusement, $1 million pour la création d'emplois, il faut dire quoi faisant. Non mais effectivement, c'est dit dans le programme. Non mais effectivement, c'était du n'importe quoi. Au revoir. Au revoir. Oui, on vous chasse. Malheureusement, l'émission est finie.